table ronde ou demi-ronde ou demi-cercle d'une heure pour parler de ce qu'on vient d'entendre, les données, mais avec un certain accent sur les solutions, un peu répondre à la question « et alors et maintenant quoi ?» Donc, on a 4 panélistes. Je vais vous les présenter. Dominique Bertrand, qui est directeur général du Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeois depuis 2015. Il préside la table des directeurs généraux de Montréal et est membre du bureau de direction de la Fédération des centres de services scolaires du Québec. En 2018, il a été mandaté par le ministère de l'Éducation pour formuler des recommandations sur la création d'un Institut national d'excellence en éducation. Hélène Lecavalier, je vous disais en début d'événement qu'on veut avoir des regards croisés. Donc, Hélène Lecavalier est en contact direct avec les jeunes. Elle est enseignante au primaire à l'école Saint-Joseph à Sainte-Adèle, dans la commission scolaire des Laurentides. Elle fait également partie du groupe de travail pour la création de l'Institut national d'excellence en éducation. Elle a été l'une des premières à instaurer le programme de soutien au comportement positif à sa commission scolaire. Troisième panéliste, Simon Bergeron, qui est statisticien en chef à l'Institut de la statistique du Québec. De 2016 à 2021, il a occupé les postes de sous-ministre adjoint à l'enseignement supérieur et de sous-ministre adjoint au développement et au soutien des réseaux au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Il a fait ses études de premier cycle en économie et mathématiques. Vous n'avez pas trop manqué de journées d'apprentissage, j'imagine, en mathématiques, à l'Université York et une maîtrise en économie à l'Université de la Colombie-Britannique. Et finalement, Nicolas Mazelier, qui est sous-ministre adjoint à la prospective, aux statistiques et aux politiques au ministère de l'Éducation. Il est titulaire d'une maîtrise en droit de la Faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de droit d'économie et des sciences d'Aix-Marseille 3 et d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique du Québec. Il a été nommé chevalier de l'Ordre des Palmes académiques de la République française et a publié « Pourquoi ?» Le titre est « Pourquoi ?» un livre sur l'expérience qu'il a vécue en Haïti lors du tremblement de terre qui a touché l'île. Alors, beaucoup d'expérience. Vous voyez bien les niveaux de regard. Ça va être assez fascinant. Je vais leur poser 3 questions. Ils vont répondre à tour de rôle, puis ensuite, on ouvre ça à la salle. Encore une fois, demandez le micro. Pascal va vous l'amener et Pascal peut relayer des questions ou des commentaires pour les gens qui sont à distance. Alors, la première question, c'est une réaction générale aux résultats qui ont été présentés avant la pause. Qu'est-ce que vous trouvez marquant, surprenant, qui attire votre attention et le reste? Alors, M. Bertrand. Bonjour, d'abord, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme mentionné, le monde de l'éducation a vraiment été plongé dans un environnement extrêmement complexe au cours des 2 dernières années. On parle d'une fermeture d'environ 70 jours de classe, mais à ça, on doit ajouter les nombreuses fermetures dans nos établissements. Certains groupes d'élèves ont été à la maison jusqu'à 3 fois, presque 2 semaines. Donc, c'est venu vraiment compliquer le travail de tout le monde sur le terrain. On l'a mentionné aussi tout à l'heure, l'école, c'est vraiment un filet de sécurité pour les élèves qui sont très, très vulnérables, des élèves qui ont un plan d'intervention, qui en plus proviennent de milieux défavorisés. Et parfois, même si on est un garçon, ça ajoute une problématique supplémentaire. Puis en plus, pour la grande région de Montréal, on a énormément d'élèves qui sont issus de l'immigration. Juste avant la fermeture des frontières, notre centre de service, avec environ 70 000 élèves, bien, on avait plus de 4 000 élèves issus de l'immigration répartis dans 300 classes d'accueil. Alors, c'est sûr que pour un jeune, lorsqu'on a des bris de service de cette façon-là qui s'intègrent dans un nouveau pays, bien, ça amène une problématique supplémentaire. Alors, c'est sûr que dans un environnement très, très complexe comme celui-là, il y a une très grande responsabilité sur le dos des enseignants. Et les enseignants qui utilisent des stratégies reconnues par la recherche s'en sortent beaucoup mieux que les autres. D'ailleurs, ce qui m'a frappé, puis on le sait aussi dans des écoles, par exemple, très défavorisées,
que plus les élèves sont faibles, plus l'écart est grand entre ces élèves-là. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. L'autre élément aussi, les données. C'est tellement important parce qu'on, je veux le mentionner à nouveau, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne connaît pas. Et si je parle rapidement pour notre centre de service, il y a 5 ans, on a mis en place un bureau de statistique et d'imputabilité pour être capable de suivre à la trace chacun de nos élèves, pour être capable d'intervenir très, très, très rapidement. Je sais que le ministère actuellement a un chantier, mais c'est urgent d'avoir des données pour être capable de bien diriger. Un petit clin d'œil au niveau du tutorat. On doit également se baser sur les résultats de la recherche parce que dans certains cas, le tutorat peut même avoir un effet négatif sur l'apprentissage des élèves lorsqu'on ne met pas en place les modalités qui sont reconnues par la recherche. Et dans les modalités, il y a la fréquence, vous l'avez mentionné, il y a aussi l'enseignant qui doit être formé, mais ça doit être une personne aussi qui est en lien avec les élèves. Donc, voilà, il ne faut pas oublier non plus qu'on a été confronté dans un contexte, puis je vais terminer, dans un contexte de pénurie incroyable. Et ça, au cours des prochains mois, il va falloir le regarder de façon très importante parce qu'on a beau avoir le meilleur plan sur papier. Lorsqu'on n'a pas le personnel pour livrer, ça devient problématique. Au moment où on se parle aujourd'hui, pour notre centre de service, on a 250 postes à combler pour lesquels les gens n'existent pas. Alors, il va falloir penser différemment, de cesser d'ajouter des ressources qui n'existent pas et de mieux travailler parce qu'en éducation, tout n'est pas une question d'ajout de ressources. Au contraire, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, mais je pense que j'ai dépassé mon temps. Ça va. Merci. Bonjour, je suis enseignante en 4e année, puis j'ai fait passer les tests dont Catherine parlait tout à l'heure, sans savoir que ça me mènerait ici au bout du compte. Puis ça a été très intéressant de voir les résultats parce que j'ai rencontré dans mon école les orthopédagogues pour avoir un peu le pouls, et la co-enseignante pour avoir le pouls du milieu, parce que je suis en 4e, je ne vois pas tout le monde. Alors, ce qui a été remarqué, c'est que les maternelles qui sont maintenant rendues en 2e année ont beaucoup de retard en lecture. Pour les 4e à 6e années, on remarque la même chose qui a été dit tantôt. Là, les élèves forts sont restés, moyens forts sont restés moyens forts. Les élèves vulnérables, donc qui ont des moyennes entre 60 et 69%, sont restés, l'écart s'est creusé. Puis les élèves faibles, ça s'est creusé encore plus. On remarque aussi beaucoup plus d'outils techno, surtout au niveau de la calligraphie. Parce que c'est quelque chose qu'on a moins travaillé dans les 2 dernières années. Moi, en 4e année, j'ai plusieurs élèves qui tiennent leur crayon, pas de la bonne façon, parce que dans les 2 dernières années, on a travaillé davantage les matières de base, la lecture, l'écriture, les mathématiques. Ce qu'on m'a dit aussi, les orthopédagogues parlaient que les lecteurs sont moins habiles, mais par contre, au niveau de la compréhension de lecture, les élèves lisent moins vite, mais comprennent quand même ce qu'ils lisent. On parle des élèves moyens plus. J'ai parlé aussi avec la co-enseignante, tantôt je vous en reparlerai, elle va dans toutes les classes. Elle a remarqué surtout au 3e cycle qu'il y a une baisse de motivation chez les élèves. Les élèves sont peu investis, il y a un manque de maturité, moins de disponibilité aux apprentissages. Tandis qu'au niveau de l'école, on remarque socialement, ça c'est pas seulement les grands, c'est un peu tout le monde, une baisse du savoir-être des élèves, une augmentation du stress, puis une augmentation du manque de respect envers les pairs puis les adultes de l'école. J'ai rencontré aussi la direction de mon école pour avoir son pouls, puis ce qu'elle disait, c'est qu'elle, en parlant avec d'autres directions du centre de service scolaire des Laurentides, ils ont à peu près le même constat que ce qui a été mentionné par justement l'étude de l'OPES. Très bien, merci. Oui, bonjour. D'abord, ça me fait plaisir, moi aussi, d'être avec vous aujourd'hui. Je trouve que c'est très important là, de voir les discussions qu'on a. Puis je tiens évidemment à vous en remercier. Évidemment, quand on regardait les résultats, c'est toujours préoccupant de voir ce genre de résultats-là, même si on s'imaginait bien au début de la pandémie que c'est le genre de choses qu'on observerait. Surtout que c'est d'autant plus préoccupant que ça affecte davantage là, les plus démunis, les jeunes qui ont des vulnérabilités. Les retards qu'on a, dont Catherine a mentionné, par exemple, là, les retards en lecture pointent déjà vers des interventions, puis c'était le fun de voir, comme ce que M. Larose a présenté, qu'il y a des gens, puis il y a beaucoup de spécialistes, il y en a beaucoup dans la salle aujourd'hui,
qui ont déjà peut-être des pistes de solutions. Fait que, il y a un autre proverbe aussi que je peux dicter, c'est ce qu'on dit, c'est qu'un problème qui est bien identifié est à moitié résolu, donc au moins on sait sur quoi on doit travailler. Faut éviter les impacts à long terme, c'est clair, M. DeWitt en a parlé, pour l'émancipation des jeunes, mais aussi pour le développement futur du Québec, de la société et puis de l'économie. On se préoccupe énormément de la productivité, mais là, on a l'occasion, en amont, par exemple, en essayant de corriger dans les prochaines années ces retards-là, de travailler sur la productivité du Québec pour le futur. Je terminerai peut-être en disant, puis on a vu que ça a été présenté aussi avec certaines des données de Catherine tantôt, puis des données toutes chaudes, là, que je comprends, là, que même moi, je savais qu'il y avait eu des résultats qui avaient circulé récemment, mais je n'étais pas au courant là, des résultats, fait que je trouve ça intéressant, c'est de voir comment on peut caractériser, décomposer ce fameux problème-là, identifier les gens le plus possible, puis de trouver les jeunes qui sont le plus affectés par ça et trouver la façon de continuer à le faire. Il va falloir continuer à le faire dans le temps. Fait que moi, je pense que ça montre qu'il y a bien des choses qu'on a présentées aujourd'hui qui sont intéressantes, mais qui donnent beaucoup d'idées sur comment continuer à faire ce travail-là d'évaluation dans le temps. D'ailleurs, Mme Ellerman puis M. DeWitt ont bien montré, ils ont pris des photos à différents moments dans le temps. Je pense que ça montre l'importance de continuer à le faire. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, écoutez, beaucoup de choses, mais je commencerai par un petit clin d'œil. Tout à l'heure, le professeur Dosti a mentionné qu'on allait aujourd'hui trouver des solutions. Moi, je vous dirais qu'en définitive, le ministère les a déjà mises en œuvre, toutes ces solutions-là, et l'ensemble des problèmes sont réglés. Donc, je rigole, bien évidemment. Je vous dirais tout de même, et vous me permettrez de prendre mon chapeau qui est le mien, dès janvier 2021, on a pris la mesure de ce qui se passait, on a pensé au tutorat. Dès février 2021 également, c'est la stratégie d'entraide éducative et de bien-être qui a été mise en œuvre. Les rendez-vous auxquels peut-être certains ont participé, les rendez-vous de la réussite éducative au mois de mars et au mois d'avril 2021 toujours, qui ont donné lieu donc à ce plan de relance qui a pérennisé le tutorat. Je vous rappelle, le tutorat, c'est quand même aujourd'hui 170 000 élèves, c'est 15 000 tuteurs. Puis j'adhère tout à fait aux limites que Dominique a mentionnées tout à l'heure, bien évidemment. C'est donc un ensemble de mesures qui ont été mises en œuvre pour répondre à une situation assez particulière, inédite. On a souvent dit que le ministère était une grosse machine difficile à bouger. Je vous dirais que dans ce cas-là, on a fait preuve d'un mot que j'aime pas trop, mais on a fait preuve de beaucoup d'agilité. On a été capable au-delà de répondre, mais peut-être un peu de devancer les enjeux qui sont aujourd'hui mis en lumière par les chercheurs dont nous avons vu les résultats de recherche tout à l'heure. Il y a aussi des gestes concrets qui ont été mis en œuvre. Je vous rappellerai aussi l'ajustement du régime pédagogique. Et puis, vous me permettrez une petite cerise sur le gâteau. Je ne sais pas si la semaine dernière, vous avez vu l'annonce de la stratégie de valorisation du personnel scolaire avec ce projet pilote d'aide à la classe dans 100 écoles seront mises en place dès la rentrée prochaine. Cette initiative nouvelle d'aide à la classe pour justement encadrer encore mieux les élèves et puis supporter les enseignants. Donc, je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire, oui. Mais je me permettais de faire un petit clin d'œil publicitaire. C'est bon. C'est agile. La deuxième question est sur les solutions. Vous avez déjà abordé sur certaines solutions. Je sais que vous avez des notes, vous allez dire ce que vous avez à dire, mais je vais juste mettre une couche au cas où ça vous tente d'aborder. Dans les solutions qui ont été présentées ce matin, est revenu, Monsieur Bertrand, vous avez évoqué des effets paradoxaux. Des fois, on pense faire la bonne chose, puis c'est pas nécessairement évident tout le temps. On cherche à avoir de l'intersectoriel, des approches relativement ciblées pour répondre à des besoins de plus vulnérables, par exemple. Alors, à vos niveaux, comment on se déploie? On a même vu des effets paradoxaux, notamment avec une attention accrue auprès de jeunes qui ont plus de difficultés, puis qui a eu un effet paradoxal sur les meilleurs élèves. Bref, c'est complexe. Puis comment, dans le quotidien, puis dans la réalité des ressources, on prend des décisions pour mettre en œuvre ces solutions-là. Avec la meilleure intention, mais dans un souci presque éthique de ne pas faire quelque chose qui génère des effets paradoxaux, puis qui rejoint le bon monde avec la bonne affaire.
D'abord, je pense qu'il faut être aussi sérieux en éducation qu'on l'est en médecine. Ça fait plus de 30 ans qu'on connaît les gestes qui sont porteurs, que ce soit les gestes qu'une direction d'école doit poser au quotidien, que ce soit les stratégies qu'un enseignant en salle de classe doit poser, qu'un intervenant, qu'un psychoéducateur, on les connaît, ça fait plus de 30 ans. Malheureusement, on tarde à les mettre en application. Un enseignant qui est bien outillé est en mesure, lorsqu'on parle par exemple du modèle, je ne veux pas trop élaborer, mais du modèle de réponse à l'intervention, normalement, lorsque l'enseignant a tous les outils nécessaires, 80 des élèves vont être capables de répondre et de réussir. Il reste un 20 qu'on doit s'occuper, donc dans des approches un peu plus ciblées pour 15 de ces enfants-là, puis très, très ciblées pour 5 Le problème qu'on vit actuellement, c'est que lorsque les interventions de l'enseignant touchent seulement que 60 ou 65 des élèves, on se retrouve avec un débalancement, avec énormément d'élèves qui ont besoin de soutien supplémentaire et on manque de ressources. Et les ressources, ça devient un puits sans fond. Donc, ce à quoi il faut s'attaquer, c'est vraiment au niveau de l'effet enseignant. Et à partir du moment où on met des pratiques, ça ne repose pas juste sur les enseignants. Une direction d'école doit poser des gestes aussi au quotidien pour favoriser la réussite des élèves. Et ça, ce concept-là, il est vieux de 30 ans. C'est le concept des écoles efficaces qu'on retrouve un peu partout aux États-Unis. Et lorsqu'on applique ces stratégies-là, les résultats sont très, très positifs. Puis, je suis bien placé pour en parler parce que notre centre de service scolaire, on a mis en place il y a 5-6 ans beaucoup de mesures basées sur les résultats de la recherche. Puis on a vu une explosion de notre taux de diplomation de 10 dans les 5-6 dernières années. Ça, c'est 2 fois plus rapide que le réseau. Et tous les élèves vulnérables dont on a parlé un petit peu plus tôt, les garçons, les élèves avec un plan d'intervention, Marguerite Bourgeois, les garçons réussissent mieux que la moyenne des filles au Québec. Ce n'est pas parce qu'on a ajouté du parascolaire plus qu'ailleurs. C'est parce qu'on a fait des interventions ciblées en faisant de l'enseignement explicite, des comportements et des apprentissages qui donnent des résultats. Donc, on a la mauvaise habitude, je pense, au Québec, à chaque fois qu'on a un problème, c'est de mettre un comité, un sous-comité, un forum, alors que les réponses se trouvent au niveau de la recherche. Alors, je pense qu'on doit éviter de perdre du temps et de se baser rapidement sur les résultats de la recherche. Et ça pourrait passer par la création rapidement d'un Institut national d'excellence en éducation. Mais l'autre élément, puis je veux y revenir au niveau de la pénurie puis des ajouts de ressources, on ne peut plus en ajouter des ressources parce qu'il n'en existe plus. Et là, ce qui se passe en ce moment avec l'ajout des ressources, c'est quand j'utilise un enseignant pour le sortir de sa salle de classe, je viens le remplacer par un enseignant qui est non légalement qualifié. Alors, je ne règle pas nécessairement le problème. Donc, d'où vraiment la nécessité de penser autrement et de travailler autrement, parce que la réussite des élèves ne passe pas par un réinvestissement nécessairement en éducation, mais il faut venir changer nos façons de travailler. Puis je termine sur un dernier élément. En santé, lorsque les patients sont très malades, bien, ils vont voir un médecin spécialiste. En éducation, nos élèves qui sont en grande difficulté, bien, à qui on confie ces groupes d'enfants-là qui ont de plus grands besoins, c'est aux nouveaux membres du personnel. Alors ça, il va falloir réfléchir un petit peu sur la façon d'attribuer les groupes en fonction des niveaux de difficulté des enfants. Alors moi, je pense que plutôt que d'investir dans toutes sortes de mesures, il va y avoir une valorisation du personnel enseignant en fonction des contraintes liées aux élèves. Alors, je vais m'arrêter là. Avant de passer la parole à Mme Lecavalier, je veux juste avertir M. Mazzali que j'aurai une question pour vous. Ça va vous donner 2-3 minutes avant qu'on se rende. Puis je la pose à tout le monde. Ça serait quand même intéressant d'aborder les solutions à court terme, mais aussi en quoi les impacts de la pandémie auront des effets à long terme et de quelle façon ça risque d'induire des solutions qui doivent prendre en compte les effets à long terme. Alors, Mme Lecavalier. Donc, tantôt, je vous parlais du co-enseignement. Nous, depuis 10 ans, dans notre école, on utilise le co-enseignement qui est basé sur le RAI, qui est la réponse à l'intervention, qui est basé sur la recherche, évidemment, avec les données probantes. Et ça fonctionne avec 3 niveaux ou 3 paliers. Le niveau 1, c'est le niveau universel, donc soit qu'on fait en classe ou quand c'est le co-enseignement, bien, il y a une co-enseignante qui vient en classe avec les élèves moyens, plus forts. L'enseignante ou l'enseignant sort avec un petit groupe de 5-6 élèves. Puis là, on choisit aussi, disons, si on veut travailler
fluidité de lecture, par exemple, on choisit ça en équipe. Et ça, c'est le niveau 2. Et le niveau 3, c'est l'orthopédagogue qui prend 1 ou 2 élèves pour travailler des besoins un petit peu plus spécifiques, les microprocessus. Puis ces élèves-là, ce sont des élèves beaucoup plus faibles ou en difficulté scolaire. Donc ça fait juste un portrait. C'est quelque chose qui était en place déjà dans notre école et dans notre centre de service. Il y a plusieurs écoles qui l'utilisent aussi. Donc, ce qui m'amène à parler des solutions, des stratégies qui ont été mises en place post-pandémie. Il y a eu une augmentation du niveau 1, 2, 3, donc du co-enseignement pour les petits et les différents niveaux qui en avaient besoin. Ensuite, un ajout de service pour l'aide à la lecture 3 fois semaine. À l'automne, l'orthopédagogue des petits, des premières, deuxième, troisième, a eu une stagiaire. Donc, on a doublé le service. Ça a été quand même très intéressant. Elle était très bonne. Donc, il y a de la relève qui s'en vient. Malgré cela, il y a quand même des redoublements qui vont être vécus cette année en deuxième année. Puis dans l'ensemble de l'école, on remarque qu'il y a quand même une augmentation, une petite augmentation, c'est pas une recherche, là. Donc c'est au niveau de l'école. On a aussi mis en place du pairage des plus petits avec les plus grands, par exemple pour la lecture, quand c'était possible avec les 2 classes. Et dans une même classe, le pairage avec un élève plus fort et un élève plus faible, ça a été très payant au niveau des résultats pour ces enfants-là. Donc, on a vu une augmentation de la fluidité de lecture, de la vitesse de lecture. Merci, M. Bergeron. En fait, pour nous, pour l'Institut de la statistique du Québec, comment on peut favoriser justement cette reprise pandémique-là? On peut le faire en fonction de 3 grands axes, je vous dirais. On peut produire des données, on peut les rendre accessibles, les données, puis après ça, il faut trouver à les valoriser, les données, puis les valoriser de la bonne façon avec plusieurs intervenants comme on le fait aujourd'hui. Je reviendrai rapidement sur chacun des 3. Pour ce qui est en matière de production, évidemment, de données, on voit que, l'ISQ, on a une belle palette, je dirais ça, d'enquêtes qu'on fait, puis qu'on a fait à travers le temps, et puis qu'on répète. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important qu'on peut continuer à faire, puis qui peut aider à comprendre donc qu'est-ce qui se passe et comment on peut résorber ces enjeux-là. Puis ces enquêtes-là, lorsqu'on les produit, on les fait souvent avec des comités qui impliquent des chercheurs pour justement, et les gens des ministères pour bien identifier ce qu'on veut mesurer. On peut aussi produire des données en appariant diverses données, divers ensembles d'observations qu'on a soit dans nos enquêtes ou dans nos données, des données administratives auxquelles on a accès. Donc, on peut produire des données de cette façon-là. Deuxième façon de faire, c'est qu'il faut qu'on les rende accessibles maintenant, ces données-là. Puis je comprends qu'il y a toujours beaucoup d'appétit de la part de la communauté des chercheurs, on en est bien conscient, pour rendre ces données-là encore plus rapidement accès à plus de données, puis plus facilement. On a beaucoup de dossiers pour améliorer cette volonté-là et qu'on va continuer à y travailler intensément, c'est certain. Et aussi, on travaille même avec d'autres outils parce que la loi nous permettait éventuellement de faire adopter par le gouvernement des décrets qui vont permettre de désigner certaines banques de données qui vont... Puisque lorsqu'on aura ces décrets-là, on travaille fort à ça, bien, ça va permettre de rendre ces données-là encore plus rapidement accessibles sans qu'on ait à passer, par exemple, par la Commission d'accès à l'information ou les ministères. Donc, ça, c'est des façons qu'on peut faire pour aller plus rapidement. Et la dernière chose, puis je pense que celle-là est très importante avec la dynamique que je vois de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de travailler, puis je prendrai le mot de Mme Poisson plutôt, en intersectorialité, donc de travailler, faire des alliances entre les gens comme nous, évidemment, qui possédons ces données-là ou qui avons accès à ces données-là pour les rendre d'accès aux chercheurs, les gens des ministères et des praticiens, puis c'est vraiment intéressant aujourd'hui parce qu'on a autour du panel, c'est ce qu'on a ici, et le milieu de la recherche qui ont présenté les recherches précédemment. Je pense qu'on a chacun notre rôle à faire, à jouer dans ça. Je vous ai parlé du rôle que l'ISQ a. Le rôle des praticiens, c'est vraiment leur rôle, eux, c'est eux qui connaissent beaucoup les enjeux de politique publique, qui ont à faire aussi avec la communauté ou avec le monde des politiciens aussi pour bien faire valoir les enjeux d'intérêt et apporter des solutions. Et les chercheurs,
Ben, avec vos idées, les approches scientifiques, avec les liens que vous avez avec les expériences étrangères, la méthodologie, tout le traitement des hypothèses, les simulations, vous apportez cette complémentarité. Alors, il faut valoriser les données. Si on réussit à le faire comme je trouve on le fait avec le PEJ, puis chapeau, je trouve que c'est un beau modèle. Je pense que c'est comme ça qu'on peut favoriser la reprise. Je vais me permettre une fleur. Il y a des gens dans la salle qui travaillent à l'ISQ avec lesquels j'ai eu à collaborer. C'est clair dans votre intervention que vous voulez faire partie de la solution, puis je veux le souligner parce que c'est la matière première essentielle pour toute la chaîne qui suit. Absolument. Merci. Monsieur Mazelier. Alors la réponse à votre question, puis sera dans la droite ligne de ce qui vient d'être dit. Je vous répondrai que c'est recherche, données, informations, connaissances. Vous savez, ça va bientôt faire 6 ans que je suis au ministère. J'étais directeur de la veille. Depuis un an et demi, je suis sous-ministre adjoint. J'ai vu ce changement de culture s'opérer au sein du ministère vers une prise en compte que d'autres avaient, un mouvement que d'autres avaient déjà fait avant. Je salue notamment l'initiative de Dominique, mais vous savez, le ministère, j'allais dire, on partait de très loin. Je donnais un exemple tout à l'heure sur les épreuves ministérielles, puis là on est entre nous, ça va rester entre nous, mais sur les épreuves ministérielles, quand j'avais naïvement posé la question de se dire est-ce que ça serait bien que le ministère puisse avoir accès aux résultats de ces épreuves-là, au sein même du ministère, parce que oui, en effet, le ministère n'a pas accès encore aux résultats des épreuves qu'il demande lui-même. On m'a répondu, mais pourquoi, ça nous servirait à quoi? Donc aujourd'hui, on a fait un gros bout de chemin. Je vous le dis, on a fait un gros bout de chemin. On a fait un gros virage vers justement cet accès aux données. On est en contact avec la GRIX, on est en contact avec plusieurs centres de services qui sont innovants dans ce domaine-là, pour pouvoir lire véritablement la réussite scolaire de nos enfants. Pour être capable, nous, à Québec, de se dire, regardez, il y a des choses qui se font dans un centre de service parce que leurs résultats sont à la hausse de façon importante. Pourquoi dans tel autre endroit, dans un milieu comparable, les choses ne se font pas de la même façon? Ça va être à nous de pouvoir faire ces liens-là. Donc, je crois vraiment qu'on est exactement là où il faut. On le voit. J'aurais peut-être des nuances quand Dominique dit l'éducation, c'est comme la santé. Il y a quand même un aspect sociologique qu'il ne faut pas oublier. Hein. L'éducation, c'est aussi un vecteur de valeur, mais et il est important aussi que le politique puisse avoir son mot à dire. Hein. Il ne faut pas oublier que le politique, ce n'est pas quelque chose de désincarné, ce sont les représentants des citoyens. Donc, mais il n'en demeure pas moins que ce virage vers les données en éducation, il est fondamental, vers la recherche, de pouvoir être influencé, puis c'est ça que le principal virage et la prise de conscience du ministère, ça a été de se dire, on veut être influencé par la recherche, on veut avoir accès à des données auxquelles on n'a pas accès, mais puis je ne m'étendrai pas sur les écueils auxquels on fait face à l'interne. Hein. À l'interne, on nous dit, la loi vous dit que vous ne pouvez pas avoir accès aux données si ce n'est pour... Donc, on a un gros travail et vous savez, l'administration publique, elle est encadrée bien sûr par des lois, donc il y aura probablement des initiatives dans les prochaines années pour aller dans cette nouvelle dynamique, dans cette volonté d'avoir accès à des données, de prendre en compte la recherche, de transformer ces données en information, de cette information en connaissance. Maintenant, M. Bertrand et vous venez, d'une certaine façon, vous avez abordé le rôle de la recherche, de la science dans la prise de décision puis dans la planification des interventions. Il y a dans la salle beaucoup de chercheurs qui gravitent autour de l'Observatoire. Si vous aviez à exprimer une attente ou une façon pour la recherche et la science d'être optimale et concrètement, comment arrimer la recherche et la science à vos prises de décision qui sont toujours assez complexes? Je vous dirais que c'est pas le milieu de la recherche qui a quelque chose à faire, c'est le ministère qui a quelque chose à faire. C'est le ministère qui doit sortir du complexe G, qui doit prendre des contacts, qui doit suivre les travaux de recherche. C'est ce qu'on fait notamment avec Sylvana et Catherine, mais c'est au ministère de s'ouvrir. C'est au ministère de sortir de ce fameux complexe G
et de vouloir se laisser influencer. Ce que je vous dis, c'est que le virage, ce changement de culture, il est en train de se faire. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il ne faut pas oublier, comme je le disais, les contraintes politiques auxquelles nos élus font face, auxquelles nos ministres font face, des contraintes politiques qui sont les siennes, qu'il faut prendre en compte, que nous, comme fonctionnaires, on doit prendre en compte. Il y a des tas de choses qu'on voudrait voir faites différemment. On comprend que nous n'avons qu'une partie, puis les chercheurs c'est pareil, qu'une partie de la réalité complexe qui est la décision politique, mais il n'en demeure pas moins qu'on doit toujours de plus en plus insister. Puis je veux dire, le ministre actuel, les anciens ministres aussi, se sont toujours prononcés en faveur de cette ouverture du ministère vers plus d'intelligence, de recherche, de données. Alors, je vais donner 2 conseils. Je vais vous donner un conseil de partir de la larme de feu au complexe G pour qu'il sorte. Mais le feu est là, on le sait dans la collectivité. Puis aux chercheurs dans la salle, compte tenu de ce que vous venez de dire et des réalités politiques, je recommande fortement à tout chercheur et scientifique de lire The Honest Broker, qui est un livre sur le rôle des scientifiques dans la prise de décision collective. The Honest Broker, l'auteur c'est Pielke, P-I-E-L-K-E, fortement recommandé. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Bon, ce que j'aurais le goût de dire, c'est qu'en éducation, trop de gens prétendent être des experts. Et c'est comme si le poids des opinions s'équivaut toujours. On a une problématique, on réunit des gens autour de la table, puis à la fin de la journée, il faut que chacun ait son petit morceau, puis que finalement, on est très, très loin de la recherche. Et ça, je pense qu'il est temps que ça change. Quand on regarde un peu le passé en éducation, là, on a vécu de très, très grandes réformes à grands frais, basées sur des mythes pédagogiques, sur des gens complètement déconnectés des milieux. Et finalement, on n'a pas avancé parce que chacun est venu, que ce soit des philosophes, que ce soit des sociologues, que ce soit... Je vais m'arrêter là, mais... à un moment donné, il faut que ça cesse. Et il faut vraiment se baser sur la recherche parce qu'on perd du temps, on perd de l'argent et surtout, c'est des cohortes d'enfants qu'on vient sacrifier au nom de mythes pédagogiques. Et puis je ne veux pas nécessairement revenir sur l'Institut, M. Mazelier parlait tout à l'heure de politique, je suis d'accord. Mais ça prend aussi un organisme apolitique pour être capable de se baser sur les résultats de la recherche, que ça fasse l'affaire ou non de certaines personnes, si on est là pour la réussite des enfants. Et il y a des éléments sur lesquels on doit être non négociable. Et d'encore une fois, d'utiliser des pratiques pédagogiques qui viennent nuire aux résultats puis à la réussite des enfants, c'est inacceptable. Et on continue à accepter dans nos salles de classe ce genre de pratiques-là qui viennent nuire à la réussite des élèves. À un moment donné, il faut que ça cesse. Mais Dominique, tu vous permettais, Dominique, non seulement, tu le sais, mais je vais le répéter, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire, puis j'irai même plus loin, parce que tu parles de mythe, moi je parlerai d'idéologie. Il est temps de mettre fin à la place de l'idéologie dans le domaine de l'éducation. Et qui a trop longtemps, depuis 30 ou 40 ans, qui a mené en définitive le système éducatif au Québec. Il faut que ça cesse. J'ai une intervention ici sur le chat, donc c'est en rapport avec ce dont vous discutez actuellement. C'est M. Desruisseaux-Rouillard qui pose la question « Comment rendre les enseignants plus conscients de tous ces changements? » J'ai l'impression que les directions et les professionnels, nous sommes plus sensibilisés à ça et plus formés pour le comprendre également. Mais les enseignants ont très peu de temps disponible pour que tout ce rationnel leur soit bien expliqué et que les résultats d'études leur soient présentés. Donc, est-ce que vous pouvez vous prononcer sur cette intervention? Je vais demander à Mme Lecavalier de réagir en premier. C'est une très bonne question, mais je pense que ça prend des directions d'école, des directions générales, un peu comme Dominique, qui ont une vision pédagogique, qui ont une vision de l'utilisation des ressources, de la recherche, pour mettre ça en place dans les centres de services scolaires. Je pense que ça part de là. Ensuite, évidemment, oui, on manque de temps, on en manque toujours, mais au bout du compte, quand on utilise les données de la recherche, quand on utilise des méthodes qui sont validées par la recherche, c'est payant parce qu'on en sauve du temps. Au niveau du comportement, c'est la même chose, le soutien au comportement positif, on le vit aussi dans notre école, comme
monsieur l'a dit tantôt, et c'est que ce soit le comportement, que ce soit au niveau des apprentissages, c'est payant au bout du compte. Mais je pense que c'est ça. Ça part aussi des directions, des DG et peut-être des ressources. Oh, ça a sonné drôle, excusez. Voilà. Très bien. Est-ce que vous voulez ajouter? Je ne veux pas trop parler, mais je pense qu'il faut apprendre aussi des erreurs qu'on a faites par le passé, où on a, dans certains cas, donné de la formation à tout le monde pareil, tout en même temps. Ce n'est pas une façon de fonctionner. Puis on a déjà beaucoup d'enseignants très, très efficaces dans la salle de classe. Parfois, c'est de venir changer certains éléments au niveau de la rétroaction, au niveau de l'organisation de la salle de classe. Ce n'est pas de tout refaire. Et je vous donne un exemple concret au niveau de l'enseignement efficace. Chez nous, on a 1500 membres du personnel enseignant qui ont fait une formation de 2e cycle universitaire au niveau de l'enseignement efficace. On a commencé avec 10 enseignants. On n'a pas été obligé de former les enseignants. De bouche à oreille, c'est vraiment devenu un gain pour eux parce que lorsque l'enseignant termine sa journée moins fatigué, que les élèves réussissent mieux, bien, c'est comme ça. On est passé de 10 enseignants, une centaine, avec des cohortes de 250, 300, 350, et on y est arrivé de cette façon-là. Il faut que l'enseignant puisse avoir un gain, pas dans une approche top-down où on vient décréter la formation pour tout le monde de la même façon. Il faut que les enseignants puissent avoir un gain, et ça prend une valorisation. On a du personnel qui ont presque 20 ans, 21, 22 ans de scolarité, qui ont dans leur bagage énormément contribué à leur développement professionnel. À un moment donné, il va falloir peut-être les traiter d'une autre façon que des gens qui ne contribuent pas aussi à leur développement professionnel parce que ça a un impact important sur la réussite des élèves. Il faut le travailler ensemble et il faut aussi reconnaître le temps et reconnaître du temps à ces gens-là pour être capable de faire un transfert en classe. Parce que la formation frontale pendant 3 heures, bien, vous le savez, 2-3 jours après, les gens ne retiennent qu'à peine 10 puis ça ne donne absolument rien. Donc, c'est vraiment dans un accompagnement continu d'échange. Et Hélène, avec le SCP, ça, c'est un autre dossier, je vais m'arrêter. OK. Une question sur le chat, le groupe de discussion, qui portait sur le rôle complémentaire et parfois en collaboration avec le milieu communautaire. Est-ce que c'est considéré dans les solutions éventuelles en lien avec le thème d'aujourd'hui? Moi, je vous répondrai que le ministère a énormément de partenaires. Je vous rappellerai que dans le cadre de la mise en œuvre du tutorat, c'est Alloprof et c'est un autre organisme aussi qui ont été interpellés. Donc, c'est clair que ça passe aussi par plusieurs représentants ici, représentantes de nos partenaires sur la réussite éducative. Donc, c'est sûr que ça passe par là, c'est évident. Mais si vous me permettez, je rajouterai juste un élément, parce que vous avez parlé tous les deux de formation continue. C'est essentiel, c'est important. Le dernier projet de loi 40 a fait quand même des avancées là-dessus, en proposant 30 heures, 20 heures de formation en 2 ans, mais il n'en demeure pas moins qu'on doit se poser aussi la question de la formation initiale et de sa qualité et de la capacité que le système a à recruter aussi des gens qui pourraient faire de très bons professeurs parce qu'ils ont des connaissances. Et c'est dans ce sens-là que s'est développé plusieurs initiatives de ce qu'on a appelé les maîtrises qualifiantes, donc qui permettent à des gens qui n'ont pas une scolarité en éducation de pouvoir tout de même être légalement qualifiés à la fin de ce parcours universitaire. Merci beaucoup. Nous avons des questions dans la salle. Bonjour, je m'appelle Anne-Monique Nuy, je suis pédiatre au CHU Sainte-Justine et la directrice du département de pédiatrie à l'Université de Montréal. Donc, j'aimerais vous poser une question qui est un petit peu en lien, en fait, avec cet après-midi, qui va être le colloque sur la santé. D'abord, c'est de la musique à mes oreilles, parce que je suis chercheure clinicienne aussi, que vous disiez qu'il faut faire des mesures en éducation qui sont basées sur l'épreuve probante. C'est évidemment notre concept, notre principe directeur aussi en santé. La question que j'ai, c'est durant la pandémie, les pédiatres se sont beaucoup levés pour réclamer que les enfants aillent à l'école. Et donc, on s'est un peu mêlé de ce qui ne nous regardait pas, mais en même temps, on sait très bien à quel point l'école est déterminant pour la santé, la croissance et le développement des enfants qu'on voit. Et c'est juste quand ça vraiment
ça décompense, si je peux employer ce mot-là, qu'ils aboutissent dans nos bureaux. Donc, c'est sûr qu'on ne voit qu'une fraction des enfants, mais on a été très inquiets. Et j'ai été un peu surprise de ne pas beaucoup entendre l'école durant la pandémie réclamer que les enfants retournent à l'école. Alors, là où en fait, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut s'allier pour justement travailler à cette récupération, à travailler à ce que cet écart qui a grandi entre les moins nantis et les plus nantis se récupère, parce que nous l'avons vu aussi au niveau de la santé, c'est tous les mêmes enfants. Si vous me permettez, d'abord, il faut mentionner que le Québec a gardé ses écoles ouvertes plus longtemps qu'ailleurs. Ça a été notre... Non, mais je vous le dirais qu'à l'interne, c'était la préoccupation du sous-ministre, c'était la préoccupation du ministre que d'ouvrir les écoles le plus vite possible. Je passerai, parce que j'ai un devoir de réserve, sur les écueils auxquels il a fallu qu'on fasse face. Je ne vous dirai pas de qui non plus. Vous seriez peut-être surprise. Mais on a gardé les écoles le plus longtemps ouvertes. On a, par rapport à l'Ontario, il n'y a pas photo, comme on dit. Donc, c'était une préoccupation. Puis, je pense que vous avez tout à fait raison de le mentionner. Ça a été une bonne décision que d'ouvrir le plus vite possible les écoles. Monsieur Bertrand, oui? Bien, je pense, quand vous mentionnez qu'on n'a pas beaucoup entendu les écoles demander l'ouverture, la situation, elle était extrêmement complexe avec les fermetures de groupes. On a certaines écoles avec une vingtaine de groupes. Parfois, on avait 6-7 groupes qui étaient à la maison. La complexité aussi lorsque l'enseignant était absent. Donc, il y avait une complexité là. Mais c'est bien clair que un des concepts des écoles efficaces, c'est justement de préserver le temps scolaire. Donc, on a tout fait. Et je pense que la pandémie, parfois une crise, apporte un certain nombre d'éléments positifs. On a été dans l'obligation, dans les 2 dernières années, de préserver le temps scolaire et vraiment là, d'éviter certaines distractions qui parfois empêchent la réussite de certains élèves. Évidemment, je ne parle pas des élèves qui sont très forts, mais je parle des élèves qu'on a vus tout à l'heure, qui sont, pour lesquels il y a un écart assez important. En termes de partenariat, c'est sûr qu'on a beaucoup d'efforts à faire avec nos partenaires externes. Ça a été 2 années très, très difficiles et il faut essayer de trouver des ponts, justement, pour se parler. Et je suis bien content d'être ici aujourd'hui. Je suis un petit peu sorti de ma zone de confort parce qu'habituellement, il y a plein d'abréviations en éducation que les gens de la santé ou les chercheurs ne comprennent pas, mais ce matin, c'est moi qui est un petit peu perdu avec vos abréviations. Pourquoi je vous dis ça? C'est que je pense qu'on a intérêt à accentuer nos collaborations et nos échanges parce qu'on collabore toujours mieux d'une personne qu'on connaît. On a eu l'occasion de faire des rencontres aujourd'hui. Donc, mais en même temps, il faut être conscient aussi qu'on en demande beaucoup aux écoles et au système scolaire. Puis à un moment donné, bien, elle est où la limite? Où s'arrête le rôle de l'école? Parce qu'à un moment donné, ça devient extrêmement difficile avec des gens, je le répète, c'est majeur, qui sont non légalement qualifiés actuellement. On a des gens qui sont de bonne foi, qui ont un bac disciplinaire, mais au secteur jeune, chez nous, au primaire secondaire, nous avons en ce moment 300 personnes qui n'ont pas une formation en enseignement. Alors, vous comprenez qu'au niveau de la direction d'école, ça vient complexifier ce qui est déjà, puis l'environnement montréalais est également complexe aussi avec la défavorisation, alors, oui, mais je pense qu'il faut bien baliser notre collaboration pour mettre le minimum d'efforts pour un maximum de résultats. Là. Merci beaucoup. Une autre question? J'aimerais juste compléter. Oui. Moi, je suis ministre adjoint responsable des cégeps et des universités pendant la pandémie. Puis là, c'est sûr qu'on n'est pas dans les tout petits, on est dans les plus grands un peu. Mais je vous dirais que, par exemple, dans le milieu des collèges, des cégeps particulièrement, puis ça venait autant des directions d'établissements que des profs, des enseignants. Il y avait vraiment une volonté, surtout quand on sortait, je vous dirais, de Montréal, là, parce que, bon, à Montréal, c'était un peu plus compliqué pour les enjeux de santé publique, vraiment de faire revenir plus rapidement les étudiants. Puis dans certains programmes aussi universitaires où on savait qu'il y avait un peu plus d'apprentissage là, par la présence, là, il y avait quand même cette demande-là qui venait. Fait que le ministère, par exemple, poussait pour le plus possible le faire, mais on comprend que c'est un équilibre qui était délicat avec la gestion des contacts que la santé publique nous demandait de respecter, puis la volonté d'avoir un apprentissage qui se transfère bien. Merci beaucoup. Une autre question?
Bonjour, mon nom est Dridjissa Ilyes, je suis psychiatre pour enfants et adolescents. Je suis également professeure adjointe à l'Université de Montréal dans le département de psychiatrie et addictologie. Ma spécialité est principalement l'autisme et les troubles du développement. Donc, je suis très, très familière avec justement les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage et qui sont en difficultés scolaires. On les accompagne quotidiennement. J'ai deux commentaires par rapport à ce que vous avez tous mentionné, surtout M. Bertrand. Il est grand temps qu'on passe effectivement à une étape scientifique pour guider les réformes ou les transformations du système d'éducation, surtout qui intégrera des spécialistes de divers domaines, puisque il y a des fenêtres de développement pour lesquelles certaines interventions sont beaucoup plus porteuses que d'autres. Et puis, on connaît très bien les enfants à qui ces interventions pourraient profiter au maximum. Mais malheureusement, on ne les offre pas avant que ces fenêtres de développement se ferment. Il faut actuellement, à court et à plus long terme, mettre l'accent sur les mesures qui adressent les compétences fondamentales, puisque sans savoir lire, on ne peut pas apprendre. Au-delà de la troisième année, on va avoir des grandes difficultés et qui amènent vraiment une cascade d'événements au niveau de la santé mentale des jeunes et des retards qui s'accentuent. Et on les voit se répercuter à la puberté. Quand la puberté arrive en secondaire 1, les retards sont majeurs et les déficits et les problèmes de santé mentale font un bond. Donc, première suggestion, ce serait de permettre aux élèves d'être davantage capables de rattraper dans un système plus flexible, c'est-à-dire offrir plus de temps. À la place de redoubler l'année, ça pourrait s'échelonner peut-être sur 3/4 de l'année qui suivra, ou bien alléger le cursus puis mettre l'accent sur les retards, puisque les enseignants les connaissent très bien. On le voit en clinique, c'est très, très important. Les enfants font des avancées majeures lorsqu'on leur permet de se situer là où ils sont rendus. Sinon, ils vont être juste dérangeants, un peu ailleurs. On va essayer de combler leurs difficultés comme ils peuvent, mais ils ne sont pas pour autant malades. Ils ne sont juste pas capables de suivre. Et ça s'est accentué avec la pandémie. Puis deuxièmement, vous disiez vraiment, M. Bertrand, que c'est majeur d'intégrer les connaissances. Il y a beaucoup de connaissances scientifiques concernant le développement des enfants, concernant les capacités d'apprentissage d'un enfant d'âge préscolaire jusqu'à la 2e année. Donc, l'immaturité développementale, elle est présente surtout pour les enfants plus vulnérables. Et puis, ces élèves-là n'ont pas nécessairement des difficultés ou des troubles d'apprentissage. Ils sont tout simplement pas rendus dans leur développement capables d'utiliser leur bagage cognitif selon l'âge développemental. Par contre, si on échelonnait leur enseignement sur une année de plus ou une année et demie, ils feraient un bond majeur. Mais il ne faut pas passer d'autres notions avant qu'ils acquièrent la base. Puis, malheureusement, ici, il n'y a pas de flexibilité à ce niveau-là. Donc, ces enfants-là ne font qu'accumuler des retards et les retards se sont creusés avec la pandémie. Je pense que vous mettez le doigt sur un élément extrêmement important. Puis c'est vrai que le système n'est pas forcément très flexible, je veux bien le reconnaître, et qu'il y a des limites à s'adapter aussi aux réalités individuelles de beaucoup d'enfants, mais je vous entends. J'ai une question sur le chat, je vais la poser et ensuite je vais remettre le micro à M. Lagarde. On me pose la question, est-ce que des chercheurs auraient mesuré, mais là c'est peut-être les chercheurs qui devraient répondre, mais en tout cas, peut-être à l'ISQ, on le sait, aurait-on mesuré l'impact du changement de professeur remplacé par de jeunes stagiaires, donc 4-5 professeurs dans une classe sur une année, est-ce que ces données-là auraient été faites ou peut-être que ça serait pertinent, une piste de réflexion à faire pour mesurer l'impact? Soit un panéliste, soit un expert dans la salle pourrait répondre à cette question, s'il y a quelqu'un qui a un morceau de science à partager. Alors, je passe le micro à Catherine Hack. Oui, bonjour. En fait,
peux répondre pour le Québec là, qu'à l'heure actuelle, on n'a pas les données pour faire ce type de recherche-là, donc on n'a pas de réponse qui viendrait de la science sur les effets d'avoir eu plusieurs enseignants différents ou avec des qualifications différentes. Éventuellement, je pense qu'avec les projets du ministère pour déployer les données puis collecter des données, c'est le genre de recherche qui pourrait être fait, comme on a fait avec le ministère récemment, un projet de recherche sur le redoublement scolaire grâce aux données du ministère. Donc, il y a des choses qui vont être possibles, mais pour l'instant, pas tout est fait. Je vous dirais aussi que théoriquement, là, plus il y a de stabilité, plus il y a de sécurité, plus le même enseignant accompagne dans la mesure où cet enseignant-là est bien formé au plan initial, au plan continu. C'est sûr que c'est la stabilité qui devrait être prioritaire. Ça n'empêche pas que plusieurs enseignants ou des stagiaires qui sont intervenus ont fait du tort aux élèves. C'est peut-être pas le cas, mais c'est sûr qu'entre un prof compétent qui assure cette stabilité-là, puis ce lien affectif-là, et cette permutation-là, bien, le modèle A est prioritaire. Peut-être j'ajouterais, moi, ce qu'on me disait, c'est que pour dans le contexte où on interviewait, où on posait des questions sur les jeunes dans les services de garde, que quand les jeunes sont plus, ils ont plus déplacés, ils ont moins de stabilité dans le service de garde, ça c'est quelque chose qui peut nuire à leur développement. Fait que ça c'est la seule chose que je peux dire qu'on je sais qui est un peu documenté, mais on n'est pas là, évidemment à l'école. Il y a quelqu'un qui veut poser une question. Je vais vous poser une question juste pendant que le micro se rende via... il y a quelques mois, je participais à une rencontre des directeurs de santé publique et la question que j'avais posée, c'est quel est l'apprentissage marquant que vous avez fait en cours de pandémie et qui va changer votre façon de faire pour la vie? Et la réponse qu'on avait entendue à l'époque, à ce moment-là, il y a quelques mois, il y a presque un an en fait, les directeurs de santé publique disaient des partenariats non traditionnels. On a établi des partenariats qu'on n'aurait jamais pensé dans le passé. Ça change notre façon de faire. Est-ce qu'il y a quelque chose, je vous laisse réagir avant la prochaine question, qu'est-ce que vous avez appris qui va être marquant pour toujours? Moi, je vous dirais que ce qui a été révélateur de cette crise, c'est aussi des éléments qu'on connaissait et qu'aujourd'hui, on va, notamment avec les résultats des chercheurs, c'est de plus en plus clair. Vous savez, la grande cible dont le Premier ministre a parlé de 90% de diplomation ou de qualification d'ici 2030, elle se heurte à une réalité, c'est la réalité des garçons. Et je ne sais pas si Catherine, vous avez été capable de mesurer, je pense que oui, là, la différence de réussite entre les garçons et les filles. Puis c'est clair que le creux est encore plus important chez les garçons. La réalité, c'est que si on enlève les garçons issus de l'immigration, si on enlève les garçons ayant des difficultés d'apprentissage, ils représentent, ces garçons-là, 35% des élèves au cégep et 30% des élèves à l'université. Je pense qu'il faut qu'on se pose vraiment la question. Aujourd'hui, on table sur, je le dis clairement, hein, Simon qui a beaucoup plus d'expérience dans le rôle que j'ai, va me dire que je ne suis pas très prudent, mais ce n'est pas grave, je n'ai jamais été. La réalité, c'est qu'on laisse petit à petit cet écart entre la réussite des garçons et des filles diminuer, mais qu'on n'y arrivera pas si on ne met pas clairement le problème sur la table. Ça me semble évident. Ben oui, je suis tout à fait en accord, mais attention aussi aux mythes au sujet des garçons. Il y a de nombreuses années, on croyait que c'était en améliorant l'estime des élèves qu'on allait améliorer les résultats scolaires. Alors, on a mis en place plein de programmes pour augmenter l'estime des élèves, alors qu'il n'y a eu aucun impact sur la réussite des élèves. Zéro. On s'est aperçu par la suite que c'était les résultats des élèves qui amélioraient l'estime des jeunes. Alors, dans ce contexte-là, on a beau mettre énormément d'argent au niveau du sport parascolaire, dans toutes sortes d'activités pour intéresser les gars, mais le gars qui a toujours 45 en mathématiques, puis ça fait 3 ans qu'il a 45 va finir par décrocher. Alors, il faut vraiment s'attaquer aux apprentissages rapidement et de venir le soutenir. Moi, se fait-il, puis
je suis ici pour en parler, mais que le centre de service scolaire Marguerite-Bourgeois, lorsque vous regardez les indicateurs, peu importe lesquels, au niveau des garçons, on a 10 % de plus de réussite à Marguerite-Bourgeois que la moyenne provinciale. Ils boivent la même eau, là. Mais comment se fait-il qu'au niveau des élèves qui ont un plan d'intervention, on est 16 % au-dessus de la moyenne provinciale? Les élèves issus de l'immigration, on est à 10-11 % au-dessus. Mais il y a des raisons qui viennent expliquer ces réussites-là. Si je prends par exemple l'immigration, on a mis en place il y a 10 ans un centre d'intervention pédagogique en contexte de diversité où il y a un maillage entre des chercheurs et des praticiens dans 40 écoles qui viennent travailler avec nous quels sont les gestes qu'on doit poser pour s'assurer d'une intégration réussie. On croyait qu'il fallait interdire aux enfants de parler dans leur propre langue. On le fait pendant des années, alors que la recherche nous a dit que c'est une grave erreur. Les élèves doivent continuer dans leur langue maternelle un certain nombre d'apprentissages. Mais quand on ne le sait pas, on continue en coercition à venir interdire. Alors, ce centre d'intervention pédagogique-là a fait en sorte que les élèves qui sont issus de l'immigration chez nous obtiennent leur diplôme dans une proportion plus élevée que les élèves qui sont nés au Québec, alors qu'il y a un écart de 10 % au Québec. Alors, on n'a rien laissé au hasard, puis on a été très sérieux dans les stratégies qu'on utilise et qui fonctionnent. C'est la même chose pour les garçons. Cessons d'être dans le folklore puis de vouloir leur proposer toutes sortes d'affaires, alors que ce qui fonctionne avec eux, c'est un enseignement explicite du modelage, de la pratique dirigée puis de la pratique guidée, dans la gestion des comportements également. Quand on parle du soutien au comportement positif, on a là une façon de régler toutes les sorties de classe au Québec. Et lorsqu'on l'implante dans des écoles secondaires, il y a des écoles secondaires qui avaient jusqu'à 1500 sorties de classe, des élèves qu'on envoie au local de retrait. Lorsqu'on implante le soutien au comportement positif, ce dont faisait référence Hélène, on se retrouve avec moins d'une centaine d'élèves par année qui quittent la salle de classe parce qu'ils ont des problématiques au niveau du comportement. C'est une équipe école qui s'est prise en main, qui a décidé d'appliquer les principes de la recherche, et on n'a plus de problématiques au niveau de la gestion des comportements. Oui, bien sûr. Oui, bien, en fait, pour répondre aussi à votre question, vous dites qu'est-ce que les bonnes pratiques qu'on a mises en place pendant la pandémie puis qu'on peut répliquer, bien, je vous dirais, c'est sûr que en tout cas, je reviens sur la dynamique que j'observe avec l'OPES, où on a un arrimage entre les chercheurs, les praticiens, puis bon, la donnée, la recherche de données qui est probante pour bien faire avancer la science. Bien, je pense qu'il faut continuer à le faire, puis il faut peut-être le faire même encore de façon plus intersectorielle. Comme là, nous, c'est sûr qu'on a accès aux données de l'éducation, on a accès aux données de la santé, on a évidemment Néo-Enquêtes. On va avoir les données de revenus, les données, justement, dans le dernier budget, on nous demande maintenant de travailler pour aller chercher, d'avoir accès aux données de l'immigration, aux données d'emploi, solidarité. Donc, il va falloir qu'on continue à regarder, justement, comment que ces données-là, par exemple, on parlait de la question de l'immigration, je comprends que c'est un autre niveau, mais quand même, on veut savoir des caractéristiques des ménages, des familles, des immigrants. Bien, comment qu'on peut croiser ces données-là, mais avec je pense avec la combinaison recherche et aussi praticien des réseaux. Je pense que c'est une des bonnes pratiques qu'on peut faire davantage puis que la pandémie nous a permis de faire. Merci beaucoup. Nous a forcé à faire. Merci beaucoup. Une question dans la salle? Oui, bonjour. Mon nom est Paula Saint-Arnaud. Je suis psychoéducatrice de formation, puis je travaille au ministère de l'Éducation. Je vais essayer de poser ma question d'une façon correcte. Quand on regarde les enjeux principaux qui se vivent dans les écoles ou un enjeu qui peut avoir un impact important sur la collaboration des familles, la réussite des élèves, il y a un élément de confiance en l'école. Il y a un élément de confiance en les institutions, que ce soit le système de santé, que ce soit le système d'éducation. Si on n'a pas arrivé à faire équipe avec des familles, si on a créé des divisions, si on a créé des tensions, on va récupérer longtemps. Alors, je vois ici énormément de solutions, je vois ici énormément de compétences, mais pour moi, il y a un absent ici. Comment et quand ces connaissances-là arrivent au niveau politique pour que les décisions se prennent d'une façon responsable? Il y a eu énormément de divisions qui ont été faites par nos politiciens. Il y a des façons de faire par nos politiciens qui ont divisé la population. Et qu'on parle des familles immigrantes, qu'on parle des
des personnes qui ont choisi de ne pas être vaccinées, qu'on parle des gens qui parlent pas, qui n'ont pas le français comme première ligne. Il y a énormément de divisions et ça ne peut pas ne pas avoir d'effet dans nos écoles. Vous parliez tout à l'heure, Madame Le Cavalier, du savoir-faire, du savoir-être, l'impact du respect, la relation à l'adulte, ça ne part pas de nulle part, ça. Alors, j'entends plein de solutions, j'entends plein de compétences. Est-ce qu'il y a une remise en question sur comment nos politiciens reçoivent l'information, ont accès à ces connaissances-là? Est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration pour que cet élément-là soit considéré si un jour ça arrive? Je permets, je me sens un peu interpellé, bien évidemment. Mais d'abord pour un élément important sur les parents. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Puis je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire un document de positionnement qui a été rendu public, je crois, en 2020, sur les parents. C'est 90 pages, 8,5-14, sur le rôle des parents face aux élèves, le rôle des parents dans l'école, le lien entre les collectivités locales, les écoles et les parents. Ça, c'est quelque chose de fondamental. On le sait que c'est un des éléments de la réussite, non seulement scolaire, mais éducative des enfants, ce sont les parents, ce sont les familles. Donc, mais avec toutes les limites qu'on peut avoir dans l'action du ministère de l'Éducation. Maintenant, quand on reste, écoutez, c'est peut-être anecdotique ce que je vais vous dire, mais on a réussi à systématiser dans les notes qui sont transmises au ministre un simple paragraphe sur qu'est-ce que dit la recherche. C'était absent avant. C'était absent dans les notes qui montaient au ministre. Il y avait des analyses, mais il n'y avait pas cette partie-là. Donc là, on l'a systématisé. Alors oui, vous allez me dire, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est un virage. C'est un virage qu'on a pris. Ouais. Moi, j'ajouterais un complément. Je vous dirais, regardez ce que justement fait Lopez. On parlait des résultats de Catherine tantôt, puis Catherine Hack, on a un article qui est publié c'est en fin de semaine dans Le Devoir, là, Normand Baillargeon, qui justement fait état des travaux qui ont été faits en lien avec toutes basés sur tout le travail en amont qui a nécessité ça. Mais ça fait sortir, entre guillemets, les recherches, la science, les résultats de la science. Il faut les communiquer, il faut les partager. Il faut les partager à l'interne, à l'intérieur des organisations, auprès des élus, c'est clair. Quand on joue le rôle que Nicolas joue, que j'ai joué longtemps, mais c'est sûr qu'il y a des moyens de le faire à l'interne, mais il faut se servir aussi, entre guillemets, du côté des médias. Puis il faut les chercheurs, puis je sais que vous le faites, puis il y en a qui le font encore plus que d'autres, mais il faut vous assurer que ce message-là, il est compris par les médias, puis qui circulent, des émissions comme Moteur de recherche, que beaucoup d'entre vous probablement écouté à Radio-Canada, qui sont excellentes, puis il y en a plein d'autres, pour ne nommer que celle-là. C'est des façons de communiquer nos résultats, puis je pense que ça, on ne le fera jamais assez, puis plus ça circule, bien, les politiciens, ils parlent au monde, ils rencontrent les gens, puis ils sont influencés vont se faire influencer par la recherche probante, ultimement. Très bien. Je ne peux pas faire autrement que vous recommander une plateforme québécoise qui s'appelle Pour Rallier, en un mot, pourrallier.com, qui est une plateforme de développement de compétences en plaidoyer. Et ça vous permet, un peu en écho à ce que vous avez dit, qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans le cœur, dans le porte-monnaie d'un politicien avant de prendre une décision. C'est important aussi pour les chercheurs de comprendre la réalité du décideur. C'est une rencontre, c'est une collaboration, ce n'est pas une confrontation, le plaidoyer. Puis il faut comprendre sa dynamique de décision pour ensuite mieux induire la science là-dedans. Mais bref, allez-y. Je vous donne 30 secondes. Je vais faire un Patrice Roy de moi, là. 30 secondes pour votre cri du cœur, votre dernier message au groupe ici. En 2017, il y a eu un dépôt d'un rapport pour la création d'un Institut national d'excellence en éducation, sans réserve, un organisme à moindre coût qui viendrait protéger le système scolaire québécois de toutes sortes d'initiatives qui viennent nuire à l'apprentissage des élèves. Alors, si on veut cesser de perdre du temps en éducation, créons cet institut-là, apolitique,
qui va faire vraiment, qui va s'assurer qu'on implante des bonnes méthodes, de un, qu'on est capable de le diffuser de façon égale à l'ensemble de la province, que ce soit aux îles de la Madeleine ou à Montréal. Ça, c'est important parce que les ressources sont loin d'être les mêmes. De s'assurer d'une diffusion et de réguler. On ne mesure pas les investissements qu'on envoie dans le système d'éducation. Alors, il faut mesurer et s'ajuster. Parce qu'il y a plein de choses. 30 secondes. Madame Le Cavalier. Bien, moi, je pense que le genre de recherche qui a été faite par Lopez pour avec l'analyse des résultats en lecture avec les élèves, pour que ça se fasse à grande échelle. Puis, ce qui m'amène à dire qu'il faut aussi que les données soient accessibles des écoles et des centres de services scolaires pour le ministère, pour trouver des solutions pour l'éducation pour nos enfants, pour les élèves. Merci. Oui, il faut s'occuper des jeunes qui ont pris des retards en travaillant comme on le fait là, ensemble, le milieu de la recherche, le milieu de la pratique et des ministères, puis nous, l'Institut de la statistique du Québec avec les données. Puis il faut continuer à le faire, puis il faut le faire après ça dans les autres secteurs, pas juste évidemment la réussite des scolaires des jeunes qui est super importante, mais il y a bien d'autres domaines aussi pour lesquels il faut continuer à le faire. Eh bien, écoutez, de mon côté, je tiens à remercier d'abord l'OPS de l'organisation de cette rencontre, de ce colloque. Et puis, je vous dirais, pour conclure très rapidement, que j'espère modestement vous avoir donné peut-être une nouvelle vision de ce que le ministère de l'Éducation est en train de devenir, même si je sais que nous serons jugés sur les résultats. Mais j'espère vous avoir peut-être un peu rassuré sur l'ouverture du ministère face aux enjeux dont nous avons parlé. Très bien. Alors, il me reste à vous remercier énormément de votre participation.